Bonjour. Alors, on continue, hein, vidéo 4, toujours, troisième partie. Nous avions vu, donc, nous nous étions arrêtés dans la seconde partie sur la construction par combinaison linéaire de variables aléatoires. D'accord. Et nous allons un petit peu sortir de ce domaine de linéarité qui est certes important, mais qui n'est pas universel. Hein, il existe beaucoup de fonctions mathématiques et physiques qui ne sont pas linéaires. D'accord. Donc on va s'intéresser entre autres à des produits, des quotients, des lois de Qui2, des lois de Cauchy. On verra des variables en interaction. Hein, donc tout ça étant hautement non linéaire. Donc c'est parti. Donc nous étions arrêtés ici, hein, un petit rappel, hein, dans le cas des combinaisons linéaires. Donc là je prends ici deux lois normales centrées réduites avec des constantes égales à 1. Ce qui était important, c'est de voir alors si je prends des moyennes non nulles, hein, quand même, si je prends des moyennes non nulles, bon, ici les moyennes s'ajoutent. Bon, là c'est intuitif. Ce que l'on voit, c'est que les fluctuations s'ajoutent de façon quadratique. Hein, là c'est 2 au carré. Et ce qui est important, c'est, hein, donc on a bien vu que les fluctuations s'ajoutaient quadratiquement. Ce qui est important, c'est que si on fait la différence de ces deux variables indépendantes et identiquement distribuées, c'est-à-dire si je mets moins 1 ici, si je forme x1 moins x2, eh bien les moyennes vont s'annuler, bien sûr. Par contre, les fluctuations vont continuer à s'ajouter quadratiquement. Et ça, c'est important. Hein, parce qu'on verra, lorsqu'on fait un bilan d'incertitude et qu'on se rend compte qu'une fonction est affectée par diverses sources d'incertitude, sauf corrélation, eh bien ces incertitudes ne font que s'ajouter quadratiquement. D'accord ? Voilà. Bon, on va quitter ce joli monde de la linéarité pour entrer dans la non-linéarité, et je vous propose de commencer par faire le rapport de deux variables. Voilà. Donc on va faire le rapport de deux variables. Je vais prendre des lois normales centrées réduites. Donc je vais mettre des moyennes à 0. Je n'ai plus besoin de ces constantes ici, je peux les supprimer. Et je vais donc former le rapport de deux variables aléatoires. Alors ça, physiquement, c'est quelque chose qui est assez courant, parce que vous l'aurez noté, la plupart des équations de la physique sont mises sous forme de produits et de quotients de quantités. Donc pour peu que ces quantités-là soient affectées de fluctuations diverses et variées ou d'incertitudes, ce qui revient pour nous ici au même, eh bien on peut avoir des quantités qui sont formées comme étant le rapport de deux variables aléatoires. Alors ici, deux variables aléatoires particulières parce que notamment le dénominateur, lui, il fluctue autour de 0. Donc en fait, ce qu'on va faire ici mathématiquement, c'est le rapport de 0 sur 0. Alors si vous faites 0 divisé par 0, c'est indéfini, d'accord ? Voilà, si vous faites 1 sur 0, c'est infini. 0 sur 0, c'est indéfini, il n'y a pas de valeur particulière, c'est une grandeur qui n'existe pas. Et là, ce que l'on va pouvoir faire, en fait, c'est un 0 sur 0, mais des zéros fluctuants. Donc on peut le faire, donc faisons-le. Voilà, donc faire le quotient, simplement ligne par ligne de x1 divisé par x2. Voilà, j'ai une valeur, n'explose pas. Je propage, j'en fais 10 000. Et je viens chercher les paramètres statistiques, hein, les deux premiers moments, moyenne et écart type. Alors j'ai besoin, parce que les valeurs extrêmes sont, voilà, je fige un petit peu les classes, hein, voilà la forme de cette loi qui devrait rappeler à beaucoup d'entre vous, en fait, pour montrer que c'est une loi de student de degré 1, d'accord ? Alors ce qui est intéressant, c'est que cette loi appelée loi de Cauchy, Louis-Augustin Cauchy, c'est lui qui l'a étudiée, eh bien cette loi n'a, mathématiquement parlant, ni moyenne, ni espérance, ni variance. Alors vous allez me dire, mais oui, mais là j'ai une espérance et une variance, d'accord ? Oui, ça ce sont des estimations expérimentales sur un échantillon de taille limitée. Bon, 10 000 c'est grand, mais ça reste limité. Alors le problème, vous pouvez faire un tirage sur 3 millions de particules, de valeurs, ça ne changera rien. Alors ce qui est notable, là j'ai des valeurs qui sont, elles, là, bien définies, mais si je retire mes 10 000 valeurs, regardez ce qui se passe. Voilà. Regardez surtout, notamment l'écart type. 68, 97, 279, 658. Vous imaginez un petit peu le manque de définition de l'écart type. Si vous dites, ben voilà, cette loi, son écart type, c'est 71 plus ou moins 3, ben vous vous plantez violemment, il ne peut même pas lui donner une incertitude, voilà, c'est comme ça, c'est une loi qui n'a pas d'écart type. On le voit, les valeurs extrêmes sont parfois très
gigantesque, hein, 430 000 quand même, hein, ça va loin, hein, avec un écart type. Bon, là, ça explose l'écart type. Alors la moyenne, elle est, alors on n'a pas de moyenne, on a quand même une médiane. Hein. La médiane est à 0. On peut démontrer qu'il y a autant de valeurs à gauche en négatif qu'en positif. Hein, donc il y a une moyenne, il y a hein, ce qu'on pourrait appeler un mode, un paramètre de tendance centrale, mais l'espérance n'est pas définie mathématiquement. Voilà. Donc cette loi en physique, elle représente notamment ce 0 sur 0 fluctuant. Hein, elle est modélisée par ce qu'on appelle la loi de Brett et Wigner. Et la loi de Brett et Wigner, représente la physique des résonances, notamment en émission X, hein, un niveau X qui émet, qui va baisser en énergie, qui va émettre un X, eh bien c'est une résonance qui passe d'un niveau à l'autre. Eh bien ces résonances-là émettent des X, et lorsqu'on fait de la spectrométrie de fluorescence X, on obtient des pics hein, qui ont cette forme de loi de Cauchy. Voilà pour cette loi un petit peu particulière, et là on est totalement dans la non-linéarité. Alors maintenant, si on fait des rapports de variables normales, mais si on s'éloigne, si on prend le soin de s'éloigner au niveau du dénominateur de 0, hein, si par exemple là je mets une moyenne de 10, eh bien je vais obtenir quelque chose ici de tout à fait normal, hein, de tout à fait normal entre guillemets. Hein, je respecte ma moyenne ici de 0, et puis je vais avoir une variance assez faible, hein, et on pourra, si on rentre ces paramètres-là, 0 et 0.1, hein, on se rend compte qu'on retrouve une variable avec un comportement normal, c'est le cas de le dire. D'accord ? Fort heureusement. Hein, parce que je vous rappelle que des rapports des quotients de variables aléatoires, ça se rencontre assez fréquemment. D'accord ? Le problème arrive lorsqu'au niveau du dénominateur, on s'approche de 0. Donc si des grandeurs ont des incertitudes relatives élevées, on le verra plus tard, là on peut avoir des instabilités de calcul qui posent problème. Hein, donc il faut s'arrêter en général et réfléchir. Hein, j'y reviendrai. Voilà pour le rapport de deux variables aléatoires. Je vais passer maintenant, donc je reprends des lois normales centrées réduites, hein, je remets ici 0, et je vais passer au produit. Alors là, c'est encore autre chose. Je vais passer au produit de deux lois normales. Alors je vais commencer par le faire pour deux lois normales centrées réduites, là encore indépendantes. Donc c'est simplement le produit ligne par ligne de mes variables aléatoires. Et voici ce que j'obtiens. J'obtiens une loi qui ressemble étrangement à la première, sauf que pour celle-ci, les valeurs sont définies. Hein, l'espérance c'est 0, et la variance, l'écart type c'est 1, hein, si je retire, hein, c'est quelque chose de stabilisé, hein, les mines et les max sont pas monstrueux. D'accord ? Voilà à quoi ressemble le produit de deux lois normales centrées réduites. Alors je vous avoue, je n'ai pas trouvé ni dans ma littérature, ni sur le net, ce qu'était exactement cette loi. Ça ressemble à une loi de Student. C'est pas une loi de Student de degré 1, puisque on l'a vu précédemment. Bon, si quelqu'un le sait, merci de me le dire. Hein, mais à la limite, vous voyez, le code la technique de Monte Carlo permet de fabriquer cette variable et d'aller chercher son espérance et sa variance. D'accord ? Alors, là où elle devient intéressante, cette relation-là, hein, lorsqu'en fait c'est une non-linéarité, et elle représente mathématiquement ce qu'on appelle en physique un couplage ou une interaction. Voilà. On dit que lorsque deux variables sont en interaction, eh bien on peut les modéliser par ce produit-là. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Ça devient intéressant si on vient chercher, si on regarde un petit peu, si on développe, si on calcule l'espérance et la variance. Ici, je fais le produit de mes deux variables. Je les décompose sous forme, comme on l'avait vu pour le modèle de la mesure, hein, donc la moyenne vraie plus sigma fois une variance, hein, une variable aléatoire centrée réduite, epsilon 1. D'accord ? Et la variable x2, donc centrée sur mu2, écart type sigma 2, fois, là encore, une loi normale centrée réduite, indépendante de la première. Donc on développe, hein, vous avez fait ça, on développe, on trouve mu1 plus mu2 sigma 1. Alors là c'est intéressant parce que regardez bien, il y a mu2, la moyenne 2 vient multiplier sigma 1. Mu2 sigma 1,
loi normale centrée réduite, plus mu1 sigma 2 loi normale centrée réduite. C'est là que le couplage apparaît. C'est-à-dire que la moyenne de la deuxième variable vient augmenter, vient amplifier les fluctuations de la première. D'accord ? Et pareil, pour les fluctuations, la moyenne de la première vient augmenter les fluctuations de la seconde. Et on a aussi un couplage au niveau des dispersions, puisque ici on obtient le carré des écarts-types. Alors lorsqu'on applique l'opérateur espérance à cette quantité-là, eh bien, il ne nous reste que ça, puisque ça c'est l'espérance de ça c'est 0, ça c'est 0, et on l'a vu, hein, le produit de deux lois normales centrées réduites, la moyenne c'est 0 aussi. Donc pour l'espérance, hein, donc la moyenne du produit, c'est le produit des moyennes, c'est mu1 plus mu2. Si on fait l'opérateur variance, bien, ce terme-là disparaît, c'est une constante. Il nous reste ce terme-là, hein, donc c'est la somme des variances, et on sort les constantes au carré. Donc ce terme-là, sa variance c'est 1, d'accord, et donc on sort mu2 sigma 1 au carré. Voilà, il va nous rester donc là mu1 sigma 2 au carré, là encore. La variance de cette quantité, c'est aussi égal à 1. Et donc, il nous reste sigma 1 carré plus sigma 2 carré. Donc, voici la variance. Et lorsqu'on prend la racine carrée, hein, voici l'écart-type de la variable y construit comme le produit de deux variables aléatoires. D'accord ? Et je vous rappelle que donc le couplage, il est ici. Hein, c'est que donc la moyenne de la seconde variable vient se coupler avec la dispersion de la première et va augmenter la dispersion résultante. D'accord ? Voilà, donc je laisse ça ici pour mémoire. Hein, donc alors la variance, je l'ai calculée ici. La moyenne, ben, c'est simplement mu1 fois mu2. Et vous voyez que ça marche bien. Alors ce qui va être intéressant maintenant, c'est que si j'augmente la moyenne, on a vu dans une combinaison linéaire, si j'augmente la moyenne, ça n'impacte que la moyenne résultante. Si ici je mets une moyenne de 1, eh bien on va voir que l'écart-type augmente. Ici c'est racine de 2. On peut faire le calcul. Pareil, si je mets une moyenne non nulle à la seconde, ça va venir augmenter l'écart-type. Voilà, donc si vraiment je mets une moyenne de 10, vous voyez que l'écart-type il est très élevé. D'accord ? Voilà. Et ici on retrouve à nouveau des lois tout à fait normales, hein, mais ce qui est notable, c'est cet effet de couplage, hein, qui se modélise en mathématiques justement par cette multiplication. Hein, ça c'est le couplage le plus simple, au premier ordre, hein, mais c'est une multiplication. Hein, ça s'appelle aussi une interaction. Hein, on parle de variables en interaction. Alors elles peuvent être aussi en plus corrélées au départ, mais elles sont, je rappelle ici, les variables sont parfaitement indépendantes, mais elles viennent se coupler dans un système. D'accord ? C'est le cas, hein, lorsqu'on parle d'interaction médicamenteuse. C'est quoi une interaction médicamenteuse ? C'est un premier médicament qui vient augmenter les effets du second, hein, qui vient potentialiser les effets du second. Alors parfois c'est bénéfique et souvent ça ne l'est pas. Hein, donc il y a des interactions médicamenteuses qui sont bénéfiques. Il existe des bithérapies, des trithérapies qui ont des effets comme ça de synergie, de couplage. Par contre, il y a parfois des interactions médicamenteuses qui peuvent être dangereuses. D'accord ? Donc voilà voilà ce que l'on pouvait dire pour le produit de deux variables. Hein. Donc c'est un aspect important, hein, cette notion de couplage. Donc on est typiquement sur une non-linéarité. Hein. Les relations ne sont plus linéaires. Alors si vous voulez bien, on va continuer. Je vais maintenant, alors je vais passer à autre chose. Je vais faire alors je vais revenir sur des lois normales centrées réduites. Alors celle-ci à la limite ne m'intéresse plus. Et je vais faire quelque chose d'assez proche, mais fondamentalement différent. Normalement, je vais effacer. Voilà. Je vais faire le produit, le carré, je vais élever x1 au carré. D'accord ? Voilà. Alors j'ai noté epsilon 1 puisque dans ma notation, si mu est égal à 0 et sigma est égal à 1, il ne me reste que cette
hein, ce qu'on peut appeler la variable résiduelle, ce résidu, qui est une loi normale centrée réduite en général, et je vais l'élever au carré. Ce qui revient à faire le carré de deux lois normales, mais ici les deux lois normales ne sont plus indépendantes, d'accord? Parce que fondamentalement, je vais prendre cette quantité-là, multipliée par la même, donc par une variable totalement corrélée, d'accord? Donc là, c'est la notion de corrélation qui apparaît de façon implicite, voilà. Et donc lorsque je propage ça, bien voilà la loi que j'obtiens. Alors notez bien que par construction, je ne peux avoir que des valeurs positives, hein, puisque j'élève des quantités au carré. D'accord. Ce n'était pas le cas précédemment, où avec x1 fois x2, on pouvait avoir positif, négatif, 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 etc. Là, si j'élève x1 au carré, je n'ai que des valeurs positives. Hein, et bien cette loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Qui2 de degré 1, tout simplement. Alors comment on peut calculer je vais vous dire en vérité, voici à quoi sont égaux les espérances et variances. Hein, on le voit ici. Eh bien, l'espérance de ce Qui2 de degré 1, c'est 1, c'est le degré. D'accord, et la variance, c'est 2. Voilà. En fait, c'est 2 fois le degré. Donc l'écart type, c'est racine de 2. Hein, donc si on fait... on le retrouve ici, hein, inutile de... Hein, c'est plus intéressant le Monte Carlo, hein, vous voyez que effectivement la moyenne c'est 1 et l'écart type là il fluctue autour de racine de 2, 1,41. Donc voici, ça c'est un Qui2 de degré 1, d'accord, et maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus délicat, et on va faire le carré d'une fonction, mais non plus seulement centrée réduite. Voilà, donc je vais enlever ça et je vais passer au carré d'une loi quelconque, hein. Par exemple ici on va prendre une moyenne de 1 et puis un écart type de 2. Je n'ai pas de valeur bien définie, hein. Alors ça ressemble là encore à une loi de Qui2, mais enfin la loi de Qui2 se construit avec des lois normales centrées réduites, hein. Voilà. Là, c'est le carré d'une loi normale quelconque. Alors, comment on peut calculer, prévoir théoriquement les espérances et les variances? Là encore, la notion d'opérateur, c'est important. D'accord. Simplement, là, x1 au carré, c'est ça fois ça. Donc, lorsqu'on développe, on retrouve mu1 carré, plus 2 mu1 sigma 1 que multiplie epsilon A1. D'accord, hein, c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Hein, donc c'est le développement de A plus B au carré, plus sigma 1 carré que multiplie le produit de la loi normale centrée réduite. Et ça, on a vu que c'était un Qui2. Donc lorsqu'on applique l'opérateur espérance, il nous reste l'espérance de mu1 mu1 carré, c'est mu1 carré. Ce terme-là, hein, l'espérance de ça, là, ici, c'est 0. On a une variable aléatoire qui tourne autour de 0. Et puis ici, on a vu que l'espérance de cette quantité-là, c'était 1, donc il nous reste sigma 1 carré. Donc, vous voyez que là encore, on a ce couplage qui apparaît. Hein. On a ici mu 1 carré plus sigma 1 carré. On retrouve l'écart type dans la valeur moyenne finale. Bon. Et ici, alors si on passe à l'opérateur variance, alors ça disparaît puisque c'est une constante. On a la variance de cette quantité-là, donc ça sort au carré, ici. Il nous reste la variance de la loi normale centrée réduite qui est égale à 1, plus la variance au carré, donc ici la variance de ce terme-là. Donc on a déjà sigma 1 carré qui sort au carré, donc c'est sigma à la puissance 4, et fois la variance de cette quantité-là, et ça c'est le Qui2, et la variance du Qui2 c'est 2. Hein, donc si on met tout ça sous la racine carrée, voici l'écart type du produit de deux lois normales. D'accord ? Donc là, oui, je ne vais pas enlever la valeur, mais ici je vais... Hein, par macro, j'ai fait les calculs, histoire de ne pas me planter. Donc voici la simulation. Hein, je peux la recommencer, F9. Hein, ici, en l'occurrence, la moyenne expérimentale, on voit bien qu'elle tourne autour de 5, et la valeur théorique attendue, c'est 5. Ici, la valeur théorique attendue, c'est 6,93, et on voit que l'on y est. D'accord ? Donc
Donc voilà comment on peut, avec des calculs pas trop difficiles, alors pour être honnête, hein, moi le Monte Carlo m'a servi, là c'est un calcul que j'ai fait, on va dire, sur papier, hein. J'ai appliqué les opérateurs, ce qui me manquait initialement, ce que je n'aurais pas pu démontrer, c'est démontrer que la variance du qui 2 de degré 1, c'est 2. Bon, ben ça, il y a des bouquins pour ça, hein. Donc, voilà. Le Monte Carlo permet de pallier des petites lacunes sur un plan analytique en mathématiques, hein. Moi-même, je suis pas un statisticien professionnel, je suis un physicien qui s'est plongé dans les statistiques, ce qui est un petit peu différent, d'accord? Donc voici pour le produit de deux variables normales. On continue dans les non-linéarités, et puisqu'on a parlé de qui 2, qui 2, etc., on va monter un petit peu en degrés. On va simplement faire maintenant, voilà, on va faire donc le x1 carré plus x2 carré. Alors ça, ça sera quoi? Ça sera une loi de qui 2 de degré 2. Donc x1 carré plus x2 carré. Alors là, il faut que je revienne sur des lois normales centrées réduites. Sinon, ça va mal se passer. Voilà. Et alors, que nous dit la théorie là-dessus? Quelles sont les valeurs attendues au niveau des moyennes et des espérances? Bien pour le qui 2, je vais enlever celle-là. Voilà. Pour le qui 2, la loi de qui 2, c'est une loi à un paramètre, c'est son degré. C'est-à-dire, c'est une loi de qui 2 se construit en sommant des carrés de loi normale, de loi normale, mais indépendante. Ici, x1 est indépendant de x2. Donc, lorsque je fais la somme de petit n carré comme ça, j'ai une loi de qui 2 de degré n. Ça représente quoi, cette loi de qui 2 à un facteur petit n près? Ça représente la variance d'une loi centrée réduite. D'accord? Et donc, avec ça, on peut construire à terme des tests pour comparer des variances ou des écarts types. Alors là, il faut faire des changements de variables, il faut rester prudent, mais voilà à quoi ça peut servir, ces fameuses lois du qui 2, ça mène à ce qu'on appelle donc les tests de qui 2, ça permet de tester des écarts, globalement. Donc, l'espérance, on peut démontrer que c'est petit n, puisque c'est n fois des variables qui ont une espérance égale à 1, on l'a vu, et c'est la variance, c'est 2 fois n, puisque la variance pour x1 carré, c'est 2, donc si j'en ajoute n, je retrouve 2 fois n, d'accord? Voilà, donc ici, je peux dire que là, je vais rentrer le degré, donc mon degré, c'est 2 pour l'instant, et bon, là, les valeurs théoriques attendues, c'est ici, c'est le degré, et là, c'est racine, pour l'écart type, je reviens à la racine, de 2 fois le degré. Et je vais laisser comme ça, on va voir par la suite. Voilà. Et donc si je propage, je ne suis pas trompé, si je propage, eh bien ça marche. Donc ça c'est une loi. Alors bon, là j'ai laissé la loi normale, ça aura un petit intérêt plus tard, peu importe, oublions-la. Là c'est une loi de qui 2 de degré 2. Et vous allez voir, on peut faire très facilement une loi de qui 2 par Monte Carlo éventuellement, avec cette construction-là. Une loi de qui 2 de degré 3, bien simplement, je vais refaire une loi indépendante, je n'ai pas besoin de changer de paramètres. Et ici, je vais rajouter ici, vous voyez, ça se fait en 3 nanosecondes, je vais rajouter cette quantité-là au carré. Je propage le calcul et j'obtiens un qui 2 de degré 3, donc voilà, les moyennes et espérances ont changé. J'adapte le degré, c'est un degré 3, et je retrouve les valeurs théoriques attendues. D'accord? Donc voilà comment on peut construire une loi de qui 2 simplement en ajoutant le carré de loi normale centrée réduite. Rappelez-vous, tout ça se construit avec l'aléa. Voilà, rappelez-vous de ça, c'est vraiment rapide. Et donc, pour faire du qui 2, il y a même mieux, puisqu'en fait, on dispose de la fonction inverse du qui 2. Donc, je vais effacer tout ça. Et on peut aller chercher ici, dans la boîte à outils, la loi de qui 2 inverse.
Alors c'est très simple à construire, hein. Donc ici vous rentrez probabilité à nouveau, donc c'est la probabilité que l'on fait bouger, c'est l'aléa, parenthèse, parenthèse. Et là vous rentrez le degré de liberté, donc le degré de liberté, je vais le chercher ici, je vais figer, pardon, hop, changer de champ, hein. Ici je mets le degré de liberté, voilà. Je fais OK, et là j'ai une variable de qui2 de degré 3, je propage, et je retrouve ma loi de qui2 de degré 3. Et là, il suffit maintenant de jouer sur ce seul paramètre. J'ai plus besoin de refaire ma construction. Je peux prendre une loi de qui2 de degré 4, etc. 5, hein, on monte. Alors vous allez voir si on prend une loi de qui2 de degré 10, ben là on commence à retrouver une loi, c'est presque normal, d'accord. Si on prend 30, on retrouve un comportement quasi normal. Et vous voyez que les valeurs théoriques sont bien conformes aux lois théoriques. Et donc, puisqu'on en est à la loi de qui2, il existe aussi, alors j'ai évoqué le terme de student, hein, je ne vais pas vous dire à quoi ça sert, hein, ça permet de faire les fameux tests de student, hein, ça sert surtout, hein, les lois de student lorsqu'on fait de l'échantillonnage avec des échantillons de faible taille, d'accord. Eh bien on peut construire là encore la loi de student, donc je vais effacer ça. La loi de student, ses particularités. Hein, la loi de student, elle a là encore, c'est une loi à un seul degré, son paramètre, son degré de liberté, un paramètre. La médiane, c'est toujours 0. Et la variance, c'est n sur n-2. Et donc l'écart type, c'est racine de n sur n-2. D'accord. Voilà. Donc je vais le rentrer ici. Hein, voilà, la médiane, c'est 0, il n'y a pas de scoop. Et donc l'écart type attendu, c'est racine, parenthèse de... Donc du degré qu'on va rentrer ici, le degré, que divise, parenthèse, le degré, moins 2. Alors vous noterez qu'avec, fermez la parenthèse, vous noterez qu'avec cette division ici par n-2, bah, vous ne pouvez pas définir de variance pour une loi de student de degré 2 ou de degré 1. D'accord ? Je vous rappelle que la loi de student de degré 1, c'est la loi de Cauchy. Donc maintenant, comment on va construire la loi de student? Ben, c'est pareil. Vous allez chercher la loi de student inverse, tout simplement. Voilà, vous rentrez à nouveau probabilité, vous mettez aléa. Donc vous voyez, c'est vraiment d'une simplicité. Vous rentrez le degré de liberté, qui est votre paramètre fixe. Bon là, j'ai mis 30, on pourra changer. Voilà, on va commencer par un degré 3, parce que là, on peut. Je propage. Et voici la loi de student de degré 3. Et donc là, si on monte en degré, hein, donc si je fais 4, vous allez voir que on a toujours une loi qui est centrée sur 0. Et petit à petit, là, donc j'ai la loi normale centrée sur 0 avec cet écart type. Hein, je vous rappelle, là, c'est toujours avec ces paramètres-là, je calcule toujours une loi normale. Et bien, lorsqu'on monte en degré, bon, voilà, 6, on se rapproche doucement de la loi normale. À 10, l'approximation est assez bonne. D'accord. On voit que l'écart type, hein, lorsque petit n augmente, l'écart type ici tend vers 1. Hein, lorsque n tend vers l'infini, ben, cette quantité-là tend vers 1. D'accord. Alors si vous prenez un degré 30, vous retrouvez la loi normale. Hein. Donc voilà, en général, les lois de student, on les utilise pour les échantillonnages inférieurs à 10. Mes collègues chimistes font toujours, lorsqu'ils font de la répétabilité, ils font 10 mesures. C'est leur valeur, ils font 10 mesures. C'est bien, souvent les physiciens ne font qu'une mesure. Hein, voilà. Bon, maintenant en physique, en spectrométrie gamma, parfois ça se fait tout seul, on peut faire 10 000 mesures d'un même photon, c'est encore autre chose. Mais ça m'avait surpris à l'Acétama, hein, mes collègues chimistes faisaient de la répétabilité, ce qui est bien, j'invite toujours les gens à répéter les mesures, toutes choses égales par ailleurs. Les chimistes, leur nombre fétiche, c'est 10. C'est bien, hein, 10, effectivement, ça a un sens, hein, parce que simplement, la loi de student permet de retrouver la loi normale. D'accord ?
Donc voilà pour ce petit passage dans des domaines un petit peu plus délicats, non linéaires. Et vous avez vu qu'avec les méthodes Monte-Carlo, si vous disposez de la fonction inverse, eh bien c'est assez simple de construire toutes ces lois-là. Vous avez vu au passage que pour construire par exemple une loi de Qui2, eh bien il y a deux méthodes, hein. Il y a la méthode inverse ou reconstruire une loi de Qui2 en faisant des sommes au carré. C'est pas inintéressant parce que ça permet de comprendre d'où vient la loi de Qui2 et ce qu'elle représente. Hein, avant de faire des tests de Qui2, c'est comment on construit la variable de Qui2 et qu'est-ce qu'elle nous dit cette variable. Ça c'est important. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis à très bientôt pour la partie 4 que je vais mettre en boîte aussitôt.